Salvador Dali. Est-il un seul être au monde curieux des choses de l'esprit qui ignore encore ce nom aux consonances étranges? À l'entendre, peintre médiocre, Salvador Dali, dont la gloire future n'est menacée que par celle de Picasso, se considère néanmoins et sans aucune modestie comme le meilleur artiste parmi ses contemporains. Divinisé par des admirateurs fanatiques qu'il méprise, Salvador Dali n'hésite pas à s'identifier à un porc, symbole intime de la suprême perfection. Anarchiste, monarchiste, avide d'argent et d'honneur, d'une avarice complaisante, d'une imagination follement prodigue, Salvador Dali, que certains ont qualifié d'Avida Dollar par un perfide anagramme, affirme être et avoir été l'individu le plus libre de son époque et le seul surréaliste intégral. Mais écoutons-le parler. Ce matin, en me réveillant, j'ai observé la plage de Portligat, plein d'appareils de télévision, de caméras de cinéma, et une foule expectante. Je savais déjà que cela voulait dire que la folie, le craziness of Gala et Salvador Dali avait triomphé dans le monde. Parce que le surréalisme, le pop art, tout était motivé par la folie de Gala et de Salvador Dali. Mais je ne savais pas que ça arriverait à un tel point, parce que je suis vraiment envahi par des appareils électroniques auxquels je ne comprends rien. Et surtout, je viens de recevoir la visite de Averti, qui est le premier réalisateur de télévision au monde. Et alors, quand lui, il arrive pour me prendre, c'est quelque chose, il doit y avoir de bonne qualité dans cette folie. Maintenant, c'est au public européen, au public américain et au public mondial de savoir si ça valait la peine de venir filmer ce monde totalement délirant, totalement incompréhensible, qui est celui qui a fait notre gloire, et savoir si le public en aura oui ou non pour son argent. Cet argent, que c'est la chose que Salvador Dali respecte comme Auguste Comte avant tout dans ce monde. Au début de ma jeunesse, à cause de que tout le monde croyait que j'étais fou, ce qui était d'ailleurs à moitié vrai, puisqu'encore aujourd'hui, le célèbre psychiatre Pierre Roumaguera est en train d'étudier si oui ou non Dali est fou, ou en tout cas un des cerveaux paranoïaques les plus distingués de l'époque contemporaine, à cause de ces idées bizarres qu'encore aujourd'hui personne ne comprend, et même moi-même, je ne comprends pas, ma famille décida de nous expulser, Gala et moi, du sein familial. Et à ce moment-ci, grâce à une femme qui était folle mais sublime, cette femme nous abrita dans une toute petite bicoque de pêcheurs, que c'est là où nous nous trouvons exactement à ce moment. C'est en 1930 que Salvador Dali et son unique amour, Gala, s'installent définitivement à Portligat, dans une calanque proche de Cadaqués. Avec le fruit d'une première peinture vendue d'avance au vicomte de Noailles, ils achètent une baraque de pêcheurs, la cellule originelle autour de laquelle se construira, dans une sorte de fantastique bourgeonnement, sa secrète demeure. Maintenant, c'est une petite entrée avec des lourds décoratifs, des objets décoratifs, mais à ce moment-ci, cet endroit était le
tout que nous avions pour vivre. Dans cet endroit, il y avait un petit chevalet où je peignais. Ce chevalet était tellement petit qu'il était posé sur la table de la salle à manger, puisque cet endroit était salle à manger ici. Ici, il y avait un lit où nous couchions, et en haut de cet escalier, il y avait une toute petite douche, une glacière et une cuisine. Donc, dans cet espace vital, le plus réduit qu'aucun être encore vécu, il y avait l'atelier le plus immortel de tous. La salle à manger la plus gastronomique, où il y a eu le plus de bizarreries de cuisine, et le lit où il y a eu, en plus de notre amour, les rêves les plus fantastiques de l'époque contemporaine. En ce moment, le divin est en train de traverser le dos du bout de sa nourrice, laquelle, après 17 ans, avait devenu la Lydia, la fameuse femme paranoïaque de Cadaqués, que, au moment crucial de ma vie, m'avait hébergé comme une mère au moment le plus tragique, que ce fut quand ma famille m'expulsa de son sein. Salvador Felipe Jacinto Dalí est né à 8h45 le matin du 11 mai 1904 dans la petite ville commerçante de Figueras, au nord de la Catalogne en Espagne. Fils d'un notaire libéral grand amateur d'art et d'une mère idolâtrée dont, à l'âge de 16 ans, il ressentit cruellement la mort. Le jeune Salvador, pour affirmer sa personnalité, devra lutter très tôt contre la mémoire d'un autre Salvador, son frère aîné, précocement disparu. Toutes les excentricités que j'ai l'habitude de perpétrer sont la constante tragique de ma vie. Je veux prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le frère vivant. En tuant mon frère, c'est moi que j'immortalise. Enfant cruel et pervers, éveillé et difficile, il tyrannise une famille dont l'indulgence coupable favorise heureusement de médiocres études où seuls se manifestent des dons prodigieux pour le dessin et la peinture. Alors que s'élabore lentement sa cosmogonie personnelle au hasard des influences de l'expressionnisme, du cubisme, du futurisme, Salvador Dalí s'affirme très vite comme le chef des jeunes peintres catalans. En 1926, le poète Federico García Lorca lui consacre une ode qui chante sa gloire naissante. Celui-ci vient de terminer « Le miel est plus doux que le sang », tableau annonciateur de l'obsession subconsciente qui va le faire grandement apprécier du groupe surréaliste. André Breton, Louise Buñuel, Juan Miró, Paul Éluard, Max Ernst, Louis Aragon le saluent dès 1929 comme un des leurs. Et depuis 40 ans, le divin Salvador Dalí, grand archiprêtre du surréel, poursuit la quête éperdue de son propre mystère à travers les arcanes déroutants d'une œuvre versatile, envoûtante, étonnamment vivante, vibrante affirmation de l'humanisme du sage émerveillé de Porligat. L'été dernier, le maître avait accepté qu'on tire cet autoportrait mou d'après nature et en couleur avec du bacon grillé.
Cette première grande concession faite par Salvador Dali à la télévision nous contraignit donc à nous rendre à Cadaqués, un petit village blanchissime sur les bords de la Méditerranée, non loin de la frontière française, village mondialement connu dans les milieux artistiques depuis que Salvador Dali s'est employé à en magnifier le site unique dont chaque colline pourrait avoir été peinte par Léonard de Vinci. Après avoir parcouru à grand-peine des kilomètres de route en lacets, respiré à grands poumons la poussière des chemins, nous sommes arrivés à Portligat. Tout était prêt. Nous allions pénétrer des secrets 1000 fois plus mystérieux que ceux d'Éleusis. Mais le divin maître guettait et semblait de fort méchante humeur. Il était si peu disposé à se livrer au jeu cruel de l'interview que nos premières questions tombèrent à plat. Salvador Dali, voulez-vous nous parler de votre enfance? Non! Salvador Dali, voulez-vous nous parler de votre peinture? Non! Salvador Dali, répondrez-vous au moins à une question? Non! Salvador Dali, voulez-vous, oui ou non, faire ce film? Yes. Merci. Salvador, considérez-vous que la naissance soit un traumatisme, un choc originel? La constante tragique de la vie humaine, c'est la mode. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé collaborer avec Mademoiselle Chanel, Madame Schiaparelli, pour prouver justement que l'idée de s'habiller, l'idée de se déguiser n'était que la conséquence du traumatisme de la naissance. Et à cause de ce traumatisme, qui est le plus fort de tout ce que l'être humain peut jamais expérimenter, puisque c'est le premier, et puisque nous passons de milieu colloïdal, mou, gluant et super gélatineux, nous sommes à l'intérieur de la mer dans un monde obscur et visqueux, donc paradisiaque, où rien ne nous heurte et on reçoit les aliments sans devoir même faire le moindre effort de mastication puisqu'il nous vient par le cordon ombilical. Il est certain que le traumatisme le plus violent de l'être humain, c'est quand il est expulsé de ce milieu paradisiaque et mou au monde dur de la réalité. Donc on passe brusquement du principe du plaisir, du paradis, de la vie intra-utérine à la vie dure de la réalité, du déplaisir. Salvador, votre naissance a-t-elle été pour vous un traumatisme, oui ou non? Ce que je déteste le plus dans la télévision, c'est les gens qui essayent de vous faire répéter stupidement les choses que déjà j'ai écrites dans ma vie secrète d'une façon magistrale et lapidaire. Averti qu'il vient de déconner, il veut l'insulter parce qu'il prétend, il la prétend pour la troisième fois, parce qu'il n'a pas compris encore qu'il a dit déjà pendant 5 fois pendant la journée. Il a parlé du traumatisme de la naissance. Peut-être qu'il écoute ce que je dis et qu'il ne me demande pas de nouveau. Est-ce que dans la naissance, il y a un traumatisme, ce que tout le monde sait, même les docteurs du village de Cadaqués le sait. Yes, 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 c'est un traumatisme. Salvador Dali, vous avez, paraît-il, une idée bien claire de votre vie prénatale. Je ne peux pas dire que ce soit un souvenir précis, mais je peux affirmer qu'il s'agit de souvenirs totalement photographiques. C'est-à-dire j'ai des images absolument photographiques
probablement du mois qui précédait ma naissance. Et ceci a été corroboré par Sigmund Freud. D'ailleurs, il y a d'autres antécédents illustres. Dans les mémoires de Casanova, il y a tout un passage dans lequel il prétend aussi de se souvenir minutieusement et photographiquement de ses souvenirs paradisiaques intra-utérins. Voilà comment ils étaient ces souvenirs. C'était déjà du hop-art. Puisque ces souvenirs étaient provoqués, d'après Freud, par ma position fœtale. Probablement, dans ma position, j'avais les deux poignets qui me heurtaient péniblement les orbites, ce qui provoquait ce que scientifiquement on appelle les phosphènes. Ces phosphènes étaient exactement comme des œufs sur le plat. Sans le plat, le jaune de l'œuf était cadmium fulgurant, comme du feu, et il était entouré par ce qu'on appelle le blanc de l'œuf, c'est-à-dire une espèce d'halo violet, lequel ne cessait de se contracter, de se dilater dans une espèce de délire que j'appelle paradisiaque, puisqu'il fait référence à cette période paradisiaque d'avant la naissance. Et ce qu'il y a de plus remarquable dans ces visions, c'est qu'encore aujourd'hui, les enfants en Espagne ont un jeu très commun quand ils sont très jeunes, encore jusqu'à l'adolescence, de se presser les yeux jusqu'à la douleur pour faire surgir ces hop-arts phosphénomatiques. Et de ce jeu, on appelle tout simplement jouer à voir des anges. Vous assimilez volontiers votre naissance à celle des demi-dieux grecs enfantés par Léda. Mon ami le docteur psychiatre Pierre Romaguer, qui a passé 7 ans, toujours en prenant au magnétophone tous mes idées et conversations, il a découvert, car c'est à lui qui a l'honneur d'avoir découvert ça, que je suis l'incarnation vivante de Pollux. L'histoire est la suivante, du point de vue mythologique. Comme tous vous savez, Jupiter se déguise en cygne pour faire l'amour avec Léda. Léda fait 2 œufs. Un, c'est celui qui avait été conçu par Tyndare et l'autre par Jupiter. Dans l'œuvre de Jupiter naissent Pollux et Hélène, c'est-à-dire Salvador Dali et Gala, 2 frères immortels. Bonjour. Bonjour, bonne journée. Lorsque pour la première fois Dali vint au monde, il vint avec toutes sortes de traumatismes. Il y eut un peu de sang symbolique. Et du lait blanc du jour même. Et des poissons symboliques, pêchés dans la méditerranéenne mythologie. Ceci est bien le sang de Gala. Ceci est bien le sang du divin Dali. Tandis que dans l'autre œuf, qui avait été fécondé par Tyndare, il naissent les
Pindarit. Et l'un c'est Castor et l'autre Clystémnestre, les deux mortels. C'est-à-dire les deux frères immortels, c'est les Dioscures. C'est moi et Gala. Et dans les autres, ceux qui crèvent comme tout le monde, les êtres usuels qui ne sont pas divins. Et c'est ainsi que dans l'humour mythologique sont nés pour la seconde fois Castor et Pollux, Hélène et Clytemnestre sur la grève solitaire de Porligat, Catalogne, Espagne. Néanmoins, le divin Salvador n'hésite pas à descendre de son Olympe et à se mêler à la foule, combien mortelle, des vacanciers. On vient de kilomètres à la ronde, souvent en autobus, sacrifier au culte insolite de cet original fini dont les journalistes, photographes et cinéastes se disputent sans jamais les comprendre, les réparties et les grimaces. Cette carapace de provocation cache un Dali extrêmement pudique et timide, férocement soucieux de dissimuler ses angoisses essentielles. Car le théâtral rivage de Porligat, aménagé par Gala pour la représentation permanente d'un spectacle déconcertant, est aussi le lieu magique où Salvador Dali aime à rendre effectives et vraies ses obsessions préférentielles. Les deux moteurs les plus violents qui font fonctionner le cerveau artistique et super fin de Salvador Dali sont deux. L'un, la libido, l'instinct sexuel, et le deuxième, l'angoisse de la mort. Pas une seule minute dans ma vie sans que les spectres sublimes, catholiques, apostoliques et romains de la mort m'accompagnent dans la moindre de mes plus subtiles et capricieuses fantasies. Je vais réveiller un mort. L'indéniable et divine essence de Salvador Dali ne pourrait mieux se prouver que par l'accomplissement de miracles. Tout à la fois Moïse inspiré,
Magicien, démiurge et charlatan, Salvador Dali se plaît à jouer les Hermès, les Mercure, fussent-ils de pacotille. Dieu des marchands et des voleurs, prince de l'éloquence, arlequin sublime, nous comprenons pourquoi Hermès n'a pas hésité à se réincarner en cette enveloppe de chair moustachue. S'agit-il de changer le monde et la vie dans leur plus humble aspect? Salvador Dali transcende la plate utilité fonctionnelle du vêtement. Veston aphrodisiaque, drap noir, coupe classique, saison automne-hiver 1925. 4 boutons aux manches, sur la face, 41 verres à liqueur, contenant chacun crème de menthe, mouche et chalumeau, garantie inusable en toute occasion. Chaise vautour. Fixer 2 ailes de vautour à une chaise de cuisine, laisser reposer, ajouter plume et vent, servir chaud. Cet objet, c'est le plus excentrique et le plus concentrique en même temps de tout ce que j'ai porté dans ma main. Ce fut le professeur Jung, le premier à dire que j'avais le droit à cet objet. Et cet objet, c'est un objet surréaliste, à fonctionnement symbolique et qui prouve que Dali n'est pas seulement un être violent, mais aussi de temps en temps un des êtres les plus détendus, pacifiques et sereins qui soit au monde, puisque le divin Hermès l'inventa un jour que dans sa promenade, observant 2 culèbres qui se battaient frénétiquement, posant entre elles sa canne, symbole de l'or et du commerce, obligeant les 2 ennemis à se réconcilier et s'entortiller amoureusement. Donc, le caducée, c'est le symbole hyperesthésique de la paix. Et ce fut cet objet, peut-être celui qui sema le plus de stupeur dans les restaurants de New York, le jour que je sortais dîner dans le monde, portant à l'extrémité de mes 2 moustaches des tiges végétales radars qui tournaient constamment, et pour la première fois un caducée vivant avec des serpents vivants et évidemment avec les 2 serpents vivants et les moustaches bougeants. C'était presque impossible que je puisse passer inaperçu. En effet, mon cher, averti, ce que vous me dites, c'est tout à fait exact. Tout le monde me reproche d'être un paillasse et de faire tout le temps le clown. Mais aujourd'hui, je suis tellement bonne humeur que je voudrais que ça, plutôt pour moi, c'est un grand éloge. Tout le monde connaît M. Charlie Chaplin, qui est un clown imminent reçu par les rois de grand prestige. Alors je me dis que si Charlie Chaplin, en plus d'être un clown génial, il peignait comme Salvador Dali, tous nous y gagnerons encore et on pourrait le respecter beaucoup plus. Mais, tenez compte que dans la langue grecque, Hermès est synonyme d'arlequin. Donc, par extension, le divin Hermès est un clown. Et Dali, dans sa vie quotidienne, chaque fois qu'il entreprend de l'hypocrisie, très souvent, c'est quand il réalise les choses les plus transcendantes et les plus importantes. Et par contre, quand il se propose à faire des choses sérieuses, il fait des bêtises. Démonstration, je voudrais ces cadeaux. Il y a des cadeaux que j'attends. Posez-les, vite.
Des bustes médiocres. Mais le divin va, comme un thaumaturge qu'il est, les transformer sur les yeux du respectable public. Je voudrais, pour ça, je voudrais du chocolat. Du chocolat. Chocolat. Non, chocolat. Papier de chocolat. Je vous en prie, papier de chocolat. L'activité surréaliste de Salvador Dali ne connaît aucun instant de répit. Manuel du parfait inventeur. Chapitre de la transformation à vue, où l'on voit Salvador Dali découvrir le visage de la mort dans une bouteille de matière plastique. La topologie de la mort avait été inventée par Alberto Boccioni et réinventée en ce moment même historique par le divin. Bouteille, tête de mort, écrabouillée, trouvée en compagnie de mon ami Sébastien dans le cap de Creus et remis liturgiquement et légitimement à la place d'honneur qui lui était voulu depuis les siècles. Le divin Dali en train d'installer sous le tas la mort à l'intérieur du corps fadasse et immortel de la Vénus de Milo. Ceci, c'est une leçon aux pop artistes, que d'ailleurs Marcel Duchamp vient de les appeler à Londres d'une façon familière qui m'a beaucoup plu, en leur disant c'est pour darlings. Parce qu'évidemment, eux, ils sont forcés maintenant à accepter, réaliser les idées tyranniques que les surréalistes nous avions dictées d'une façon inquisitoriale à l'époque glorieuse où le divin Dali et Alberto Giacometti, beaucoup plus morts et beaucoup moins divins, mais quand même d'un très grand talent, avaient inventé pour la première fois les objets surréalistes à fonctionnement symbolique. Un peu de mouche, du miel, parce que dans un quart d'heure, cette dentition va fourmiller par la viscosité du premier tableau de Dali qui s'appelait, comme tout le monde sait, le miel est plus doux que le sang. Et maintenant, quoi dois-je faire, hein? Et maintenant, que vais-je faire de tout le temps que tu seras parti? Alors, des tiroirs. Maintenant, on va recouvrir des tiroirs parce que l'unique différence entre la Grèce immortelle et l'époque contemporaine, c'est Sigmund Freud, lequel a découvert que le corps humain, qui était purement néoplatonicien à l'époque des Grecs, aujourd'hui est plein de tiroirs secrets que seule la psychanalyse est capable de découvrir. Bonjour. Bonjour. Chapitre du Do It Yourself, où l'on voit Salvador Dali s'acharner sur le statuaire grec
et donner une leçon aux pop artistes. Chapitre de la science amusante, où l'on voit que notre héros n'hésite pas à s'intégrer tout symboliquement dans l'univers mou et purissime d'une goutte de lait, filmé à 3000 images secondes. La matinée du dimanche est entièrement consacrée aux promenades dans les calanques et les amas rocheux du cap de Créus, où il n'est possible d'accéder qu'en tartane catalane. Souvent en compagnie de Gala et de Monsieur Sébastien, un vieux pêcheur ami d'enfance, Salvador Dali aime visiter ce domaine bouleversé et grandiose où les Pyrénées viennent mourir dans la mer. La géologie a une tristesse accablante qu'elle ne pourra jamais épousseter de son dos. Cette tristesse provient de l'idée que le temps travaille contre elle, a dit Salvador Dali dans un brillant aphorisme, en contemplant ce chaos gigantesque fait de roches acérées et de concrétions friables, véritable squelette de la Terre, qui a puissamment contribué à la naissance de l'esthétique dalinienne du dur et du mou, et empreint l'œuvre écrite et peinte de ce moderne Prométhée du sentiment tragique et désespéré de la nature. Les rêves s'effacent avec le réveil, mais les rochers de l'imagination sont toujours là. Ceux qui, d'une manière dictatoriale, inspirèrent à Salvador Dali ses plus célèbres toiles, veillent à l'entrée de la calanque de Culero. Et, en ces visions fulgurantes, se concrétise photographiquement le lent et silencieux combat que se livrent les formes molles et vivantes et les éléments minéraux et mécaniques. Déracinant les symboles pour leur donner un sens arbitraire, Salvador Dali a beau jeu de se livrer à l'interprétation délirante, paranoïaque critique des rochers du cap de Créus, forçant leur fantastique ressemblance animale ou humaine. Puissant moteur de l'imagination populaire, ces visages pétrifiés ont marqué profondément le processus créateur de Salvador Dali, pour qui le monde visible ne cesse de suggérer d'autres mondes tout aussi tangibles. Il peint les choses qui sont derrière les choses. Dans les ombres de cette petite treille de son patio, il découvre le buste de Voltaire. Images doubles, images devinettes, images multiples, calembours visuels, où l'œil se plaît à se laisser tromper dans un labyrinthe surréel de plus en plus complexe.
seul portrait de Salvador Dalí, il était absolument de rigueur, la présentation la plus digne des meubles mous. La bibliothèque molle, c'est la pièce de résistance de la philosophie dalinienne. Tout le monde se souvient depuis la vie secrète des tables de nuit molles, les montres molles, les bibliothèques molles. Et ici, j'insiste pour qu'on se souvienne que la grande héroïcité de Dalí, c'est d'avoir réussi à imposer à mes contemporains mes fantasies qui paraissaient il y a 30 ans les plus loufoques. Ici, je vais montrer l'armoire qui est l'objet le plus précieux de Gala, puisqu'il contient et il est rempli exclusivement de toute l'œuvre dalinienne écrite et qui contient toute ma pensée et toute ma philosophie et surtout l'essence de ma méthode paranoïaque critique. Le pop art est la conséquence de la définition dalinienne du début de ma jeunesse qui disait peinture, photographie en couleur et à la main, des images extravagantes, super fines, inouïes et paralysantes de l'irrationalité concrète. Tout l'art contemporain est caractérisé par le mot non. Non objectif, non figuratif, non, 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 non. Dalí, répétant le geste de Charles Quint, dit aujourd'hui, au lieu de non, plus. Plus de figuration, plus d'abstraction, plus d'antigravitation, plus, outre. Définition de l'activité paranoïaque critique. Activité paranoïaque critique, méthode créative et spontanée d'association de tous les éléments délirants pour faire valoir et triompher une idée obsédante. Cette idée obsédante chez Dalí, c'est l'idée du ciel. Salvador Dalí nous a laissé pantois en exigeant, lors du tournage de ce film, la confection d'une chemise de 6 mètres de haut, symbole purissime dénué de toute espèce de signification, et dont il eût été vain d'en demander l'explication au thaumaturge. Ce cochon, loué à prix d'or par la production, permet en revanche à Salvador Dalí d'échafauder le moins fou de ses développements. Il est proverbial, surtout en Amérique, que Dalí a horreur de toutes sortes d'animaux, et des petits-enfants surtout. Il n'aime pas ni les sauterelles, ni les chiens, ni les chats, aucun animal à l'exception du rhinocéros blanc de l'Inde, qu'il considère l'animal le plus cosmique et le plus angélique de toute la création. Et à la place du rhinocéros, comme substitut, il aime aussi le porc, et spécialement le porc vert, que c'est une des premières fantasies de l'enfance
de Dali. Un porte-bert, et d'ailleurs, dans l'autoportrait que nous sommes en train de faire, vous avez vu que le titre s'appelle Portrait mou de Salvador Dali. Mais dans le vrai titre anglais, ça s'appelle Portrait mou de Salvador Dali avec du bacon grillé, que c'est ce que le divin Dali mange tous les matins, accompagné de confiture de roses que Gala achète imperturbablement depuis 35 ans chez... Dali, c'est peut-être l'être le plus capricieux qui n'a jamais existé. La preuve, c'est qu'il a eu un caprice quand il avait 5 ans, peindre un cochon en vert grenouille. Et aujourd'hui, comme éclosion du triomphe de la mer Méditerranée, je ordonne, please paint this animal in green. Dali a dit que cette image à elle seule justifiait pleinement son autoportrait mou en couleur avec du bacon grillé. Symbole de la perfection, le porc, tout comme Dali, avance sans jamais reculer dans le tas d'ordures de la vie moderne. D'ailleurs, le symbole du porc n'avait-il pas déjà été instauré par Charles Quint pour remplacer tous les autres symboles de perfection lorsqu'il changea l'inscription figurant au blason d'Espagne de non plus ultra en plus ultra, toujours plus loin, toujours plus haut, de bien en mieux? L'autre après-midi, pendant qu'on filmait une séquence avec un porc peint de vert, il y a un journaliste suédois qui m'a demandé pourquoi cette histoire du porc. Et Dali a répondu, parce que ce porc, c'est moi. Oui, oui et oui, pour les stupeurs de tous, j'annonce que Salvador Dali, catholique, apostolique et romain, a décidé coûte que coûte à être le premier porc suprême à se faire hiverner. Le Dali dionysien montre la Grèce en carton, en papier magique, anciennement armé de l'architecte masochiste protestant, Monsieur Le Corbusier. Vive la Grèce immortelle! Que l'habit fasse le moine est une évidence proverbiale du credo dalinien et témoigne du souci permanent qu'a Salvador Dali de s'identifier aux êtres et aux choses. Au moment où il dessine Gala, Dali se prend vraiment pour Vermeer et sacrifie, à l'imitation du maître de Delft, au culte de l'amour fou de son modèle unique. Le tableau que je contemplais, c'est le produit exactement de 4 mois
ininterrompu de travail, sauf le dimanche, 20 minutes pour nager et 6 minutes pour faire la sieste chaque jour. Un point. Gala, tout le temps, juste la joue, un tout petit peu plus de profil. Maintenant, dans c'est parfait, ne bouge pas, regarde-moi amoureusement un tout petit peu. Excellent. Très bon, un autre point. Plus petit. D'ailleurs, ici, vous allez assister au cours de peinture le plus sublime qui en a jamais existé. Et je le fais en honneur du peuple américain. Parce que Dali a appris depuis longtemps que ce que le peuple américain aime le plus, c'est, premièrement, le sang. Vous avez vu tous les films, tous les grands films américains qui se respectent, surtout de type historique. Il y a toujours les scènes dans lesquelles il y a l'héros qui est battu de la façon la plus sadique du monde et on assiste à des véritables orgies de sang. Deuxième, et c'est une de mes spécialités, le sang, comme tout le monde sait. Deuxième, lève la tête, Gala, un tout petit peu plus haut. Regarde les nuages. Les nuages, il y a une espèce de chose qui passe, un oiseau. Ici, ne bouge plus. Alors, je disais, la deuxième chose, c'est les montres molles. Pourquoi? Parce que les Américains toujours sont en train de regarder la montre, ils sont pressés, et horriblement pressés, et leurs montres sont horriblement rigides et dures et mécaniques. Alors le jour, un point jaune. Le jour que Dali a peint pour la première fois une montre molle, c'était le succès. Parce que pour une fois, cet horrible objet qui leur marquait la succession inéluctable de leur vie à chaque minute et leur rappelait des affaires horribles, tout d'un coup devenait aussi molle que le fromage camembert au moment le plus, quand il est au point, quand il commence vraiment à découliner. Donc, premièrement le sang, deuxièmement les montres molles, toujours mon spécialité, et après ce que passionne le public américain, c'est quand il voit détruire des petits enfants. Pourquoi? Parce que le massacre des innocents, d'après le plus grand psychologue des États-Unis, c'est le thème favori. C'est celui qui se trouve au plus profond du subconscient des Américains et tout le monde rêve de massacrer des enfants parce qu'ils sont tellement embêtés constamment par l'enfant que leur libido se projette jusqu'à remplir des surfaces cosmiques dans leurs rêves, ça c'est rigoureusement scientifique, d'enfants massacrés. Gala, maintenant, je vais donner un point bleu céruléum, que c'est celui que Vermeer adorait. Avec un son tout particulier. Et maintenant, on me dira pourquoi des points. Parce que si les Américains adorent les orgies de sang, et si les Américains adorent le massacre des innocents, et les montres molles qui dégoulinent comme du véritable camembert français quand il est au point, ce qu'ils aiment plus que tout, c'est les points. Ce qu'ils appellent, eux, des dots. Que tout le pop art actuel est fait par des dots. Et les dots, ça symbolise la discontinuité de la matière, qui est la nouvelle physique quantique
que justement les Américains viennent de découvrir. C'est-à-dire, à la Renaissance, les surfaces étaient lisses. Aujourd'hui, Eddington a dit, une chaise, une table de nuit, un bras, n'importe quel objet matériel, si on le regardait au microscope ultra-électronique, ça ne serait qu'une espèce de sein de moucheron. C'est-à-dire, les atomes, les protons, les antiprotons, les pimésons, c'est des particules élémentaires qui ne se touchent pas les unes aux autres. Et c'est pour ça que je prédis le retour au divin divisionnisme de Seurat, qui est d'ailleurs le plus grand peintre français. Et Dali commence cette année à peindre exclusivement avec des points, c'est-à-dire avec des dots, lesquels vont reconstituer l'image absolument paralysante de Gala qui se trouve ici et qui est faite par des particules élémentaires, c'est-à-dire par des pimésons, par des électrons et par des antiprotons. Gala, maintenant tu peux me regarder comme si tu étais une allégorie de la propre justice et je vois que tu me souris. C'est ça, chaque soir et chaque moment, ma véritable récompense. Ici, je dois expliquer cet objet qu'on a déjà vu, que c'est un objet optique. C'est le phare de Cap de Creus, lequel j'ai transformé pour mes expériences pseudo-scientifiques pour obtenir finalement, avec le procédé traditionnel de la peinture à l'huile, des images avec la troisième dimension basée sur l'équation mathématique que mon ami, le scientiste Dr. Oster, a trouvé il y a 3 ans. Grâce à la superposition dans des huiles super fines, des empreintes paraboliques, des yeux de mouche, on peut obtenir des images stéréoscopiques paralysantes que, d'après Dali, vont sauver la peinture moderne de la paresse et du chaos. On peut obtenir, grâce à la combination du pop art et du hop art, des images pour la première fois paralysantes et hyperesthésiques pour peindre enfin les images de la réalité et de la irrationalité concrète et stéréoscopiquement et avec la troisième dimension qui avait été le rêve de tous les grands peintres et de ceux qui vont suivre. Alchimique réunion de l'op art, du pop art, du pointillisme, de l'action painting, du tachisme et aussi du pompiérisme à la Meissonnier, la pêche au thon sera peut-être demain, dans l'œuvre de Dali, d'une importance égale à celle des montres molles voici plus de 30 ans. Depuis ma plus tendre adolescence, Dali avait porté des cheveux possiblement les plus longs de toute l'Europe, de même que plus tard et maintenant, j'ai les moustaches un peu plus courtes, mais quand même les plus longues probablement de toute l'Europe aussi. Et ceci est dû au caractère androgyne, capricieux et un peu féminin qui est consubstantiellement lié, ne touchez pas le téléphone, c'est très bien cette interruption, consubstantiellement lié au coup de téléphone, puisque
chaque fois qu'un téléphone sonne, je sens instantanément dans le fond capillaire de mes atavismes se prolonger, grâce aux interruptions de téléphone, mes moustaches et mes cheveux. Donc, souvenez-vous que déjà, quand j'étais très jeune, j'étais le précurseur de ces perruques que tout le monde porte aujourd'hui, qui préparent la mutation d'une nouvelle génération de type angélique. Ceci est le symbole des mutations de notre planète, des tout jeunes musiciens qui font l'action painting et les derniers développements de l'hystérie du génie. C'est très étonnant qu'un bureaucrate porte ce genre de perruque. Mais pour la nouvelle génération, les adeptes du pop et de l'op et du LSD, une étrange créature est absolument nécessaire. Cet aspect est presque archangélique. Parce que chez Dali, la conception d'un artiste est un étrange caractère plein de superstitions. Pas tout à fait masculin, ni complètement féminin, mais androgyne. Parce que la créativité de tout génie, c'est comme une chose qui avoisine l'ange, qui est beaucoup plus près d'un ange que d'un quelconque homme normal ou d'un quelconque bureaucrate. Qu'il soit avoué ou non, secret ou évident, tout acte créateur de Salvador Dali a besoin d'un rite préparatoire et propitiatoire. Grand pape de l'exaltation, il se sent solidaire de ces jeunes gens, en train de se mystifier dans quelques mutations de type angélique, en essayant de se débarrasser de leur gang terrestre. Il allait de soi qu'un happening, un événement exceptionnel, accompagna l'accomplissement d'un désir impérieux de Salvador Dali, la motivation essentielle de ce film, peindre le ciel à son image, celle de l'ange exterminateur et rédempteur.
Homme Protée, en qui se résume contradictoirement toute expérience humaine, homme colline, voyant plus loin que les autres, Salvador Dali se sait dépositaire du secret initiatique du futur. Cosmonaute de l'avenir, quittez vos tenues spatiales, vive Robin des Bois et Tarzan, renoncez au voyage absurde dans l'espace, abat Jules Verne, mais parcourez notre humble domaine terrestre. Vive la bicyclette! Enrichissez-vous de votre propre richesse intérieure. Vive le divin cochon! N'ayez qu'un but, qu'un désir, celui de vivre, et de vivre longtemps. Vive l'hibernation! La quête du Saint Graal est un bien noble but. Mais ne vaut-il pas mieux cultiver notre jardin? L'Angelus de Millet est beau comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.